Notre prochaine conférencière, c'est Loa Lust-Boulbina, est philosophe et politiste. Elle est ancienne directrice du programme au Collège international de philosophie, la décolonisation des savoirs. Elle est actuellement chercheuse associée au LCSP de l'Université Paris-Cité. Elle travaille sur les questions coloniales et postcoloniales dans leur dimension politique, intellectuelle, artistique, en interrogeant la notion de décolonisation. Elle a publié Alger-Tokyo, des émissaires de l'anticolonialisme en Asie en 2022, Le singe de Kafka et autres propos sur la colonie en 2008, qui a été réédité et augmenté en 2020, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs, art, littérature, philosophie en 2018, L'Afrique et ses fantômes, écrire l'après en 2015 et Les Arabes peuvent-ils parler en 2011. Elle a dirigé aussi de nombreux ouvrages, dont 10 penseurs africains par eux-mêmes en 2016. Et sa conférence s'intitule Les souterrains de la déconstruction. Voilà. Alors merci et merci pour cette invitation parce que effectivement l'année dernière s'est produit quelque chose de grotesque. Je reprends une catégorie de Foucault. Le grotesque concerne la politique, ne concerne pas seulement un genre littéraire. Et c'est une des caractéristiques du reste des régimes autoritaires et bureaucratiques. Et donc, je souhaiterais proposer une présentation en bout de papier. C'est une expression que Derrida a employée. Ah, vous voulez que je dise des choses comme je suis née à El Biar, dans la banlieue d'Alger, famille juive, petite bourgeoise, assimilée, mais Derrida est arrivé à Paris à 19 ans. Ah, vous voulez que je vous dise des choses comme je ne suis pas née à Hydra, dans un quartier d'Alger, pour cause de guerre. J'y ai vécu dans une famille islamo-protestante bourgeoise, francisée, mais on disait alors que j'étais mixte. Je suis arrivée à Paris à 18 ans. À 10 ans, dans l'Algérie indépendante, je suis à l'école française. Je dois passer un examen d'entrée en 6e, réservé exclusivement aux Algériens. Admise au lycée Descartes, je suis affectée dans une classe d'excellence. Algérienne, je suis exclue. La France a du mal à se défaire de ses mauvaises habitudes, de façon pérenne. Qu'un doyen de l'inspection générale de philosophie, Paul Mathias pour ne pas le nommer, emploie le terme melon, semblable à Bicot, ou à Crouille dans un mail qu'il m'adresse, montre que l'institution au XXIe siècle ne condamne pas encore ce langage, ni cette pratique. L'institution est dominée par la répétition. Je rêve, dit Derrida, qu'il y eut un récit possible. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Je rêve d'arriver un jour, non pas à faire le récit de cet héritage, de cette expérience passée, de cette histoire, mais d'en faire au moins un récit parmi d'autres possibles. Fin de la citation. J'ai toujours ressenti une singulière familiarité avec la pensée de Jacques Derrida, presque une intimité, avec une affection que je n'éprouve ni avec Michel Foucault, ni avec Gilles Deleuze, que je lis pourtant beaucoup. La mythologie blanche, la métaphore dans le texte philosophique, est le premier texte de Derrida que j'ai lu. J'étais alors très jeune. Mon professeur ne connaissait pas cette référence et avait mis un point d'interrogation dans la marge de ma dissertation. Cet article de Derrida fut initialement publié en 1971. Plus tard, en 1978, Derrida écrit « Le retrait de la métaphore » et commence évidemment par le déplacement. Avant d'être déclaré comme un penseur de la déconstruction, Jacques Derrida est un philosophe du déplacement. Il dérive et dérape. Je le cite. « Comme un pilote en son navire, je viens de changer d'élément et de moyen de transport. Nous ne sommes pas dans la métaphore comme un pilote en son navire. Avec cette proposition, je dérive. La figure du vaisseau ou du bateau
qui fut si souvent le véhicule exemplaire de la pédagogie rhétorique, du discours enseignant sur la rhétorique, me fait dériver vers une citation de Descartes, dont le déplacement à son tour m'entraînerait beaucoup plus loin que je ne peux ici me permettre. Je dérive et je dérape moi aussi. L'expérience primitive de Derrida est celle du monolinguisme de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'a pas entendu parler ladino comme Elias Canetti. À Alger, il entend l'arabe. Il est forcément perméable au bilinguisme ou à la diglossie de l'autre autre, celui dont il ne parle pas ou peu. Derrida vit initialement dans un monde majoritairement musulman qui parle majoritairement arabe. Un monde divisé ou séparé entre arabes entre guillemets et européens entre guillemets, dominé par une minorité chrétienne, française, espagnole, italienne, maltaise, qui se croit supérieure aux indigènes, je mets indigènes entre guillemets. Dans ce monde, le verbe être en arabe n'existe pas. L'arabe parlé n'est pas l'arabe écrit, dont l'apprentissage facultatif n'intéresse pas les Européens. La compréhension y précède en outre la lecture, car la lecture de lettres non arrosées de voyelles l'écrit à demi en faisant de la lecture la voix d'un texte qui, sans cette voix, resterait silencieux, car on ne pourrait le déchiffrer. Comme s'il fallait qu'un écrit, un logos, soit porté par une voix phonée pour exister. Mis à part le Coran, les écrits en arabe comportent de la présence, les consonnes, et de l'absence, les voyelles. Je me demande souvent si, en lisant les textes de Derrida, si les voyelles ne sont pas absentes et s'il ne faut pas d'abord comprendre ces textes pour pouvoir les lire. Je le cite de nouveau. Transport d'un signifié intact dans le véhicule d'une autre langue, d'une autre patrie ou matrie, ou encore, au sens plus inquiétant et plus violent, d'une capture captatrice, séductrice et transformatrice, plus ou moins réglée et fidèle. Mais quelle est alors la loi de cette fidélité violente? D'une langue, d'un discours et d'un texte par un autre discours, une autre langue et un autre texte qui peuvent du même coup, comme ce sera ici le cas, violer dans le même geste leur propre langue maternelle au moment d'y importer et d'en exporter le maximum d'énergie et d'information. On peut parler de la création d'une philosophie, la philosophie de Derrida par exemple, comme de la création d'un monde ou du monde sans unité. Le monde créé, on le sait, est celui de la séparation des cieux et de la terre. Cette séparation est contenue dans les archives. Les premiers feuillets dont parle le Coran, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Sans doute, Derrida a-t-il séparé les cieux et la terre, il a séparé métaphysique et philosophie. La métaphysique est en effet, vous le savez, une mythologie blanche. Je cite Derrida, la métaphysique, mythologie blanche qui rassemble et réfléchit la culture de l'Occident. L'homme blanc prend sa propre mythologie, l'indo-européenne son logos, c'est-à-dire le mythos de son idiome, pour la forme universelle de ce qu'il doit vouloir encore appeler la raison, ce qui ne va pas sans guerre. Je ferme les guillemets. La métaphysique universelle est donc une mythologie particulière. L'homme blanc pense dans l'illusion de son universalité et de sa rationalité.
Cette séparation inaugurale fait de la philosophie chez Derrida une pensée du déplacement et du décentrement, comme une migration qui n'en finira jamais. Si la métaphore a toujours été définie comme le trope de la ressemblance, il sera préférable d'opter pour la dissemblance ou la différence. Métaphore allogène dont il faudrait identifier la provenance. C'est ce qui vient sous la plume du philosophe de 30 ans. Cette classification, écrit-il alors, qui suppose un indigénat et une migration, est couramment adoptée par ceux, ils ne sont pas nombreux, qui ont étudié la métaphorique d'un philosophe ou d'un corpus singulier. Cette phrase, comme d'autres d'un penseur du transport, du déplacement, de la migration, me parle. Il est, dit-il, minoritaire parmi les minoritaires. Il est archi-minoritaire, comme Kafka. Il parle d'indigénat et de migration. Il emploie un vocabulaire politique pour analyser la façon ordinaire d'étudier les métaphores. On veut en effet savoir d'où elles viennent. De quelle origine sont-elles? Il est évident que Derrida cherche plutôt à savoir ce que signifient les phrases philosophiques ici, surtout celles qui sont prononcées sur la métaphore. Il va toutefois repartir d'une définition ancienne, celle d'Aristote. La métaphore est le transport d'une chose, d'un nom qui en désigne une autre. Autant dire qu'il s'agit d'un mouvement créateur de l'entre-deux et peut-être d'un entre-monde, au moins entre philosophie et littérature. Littérature, réputée inférieure dans la philosophie d'école. C'est ce qu'on m'a toujours appris. C'est quelque chose de bien inférieur à la philosophie. Et la philosophie est dessous. C'est comme Sartre et Simone de Beauvoir. Il a un grand bureau, elle a un petit bureau. Ce n'est pas à des spécialistes que je vais apprendre la chair de la pensée de Derrida. L'entremonde est la caractéristique de la colonie et de la post-colonie. Derrida avait déjà à cette époque publié de la grammatologie, dont la visée, on le sait, était de rassembler l'attention sur l'ethnocentrisme qui partout et toujours a dû commander le concept de l'écriture. Le concept de l'écriture, pas l'écriture bien sûr. Le lecteur ou la lectrice du philosophe venant du Sud, pour dire les choses vite, ne peut manquer d'être interpellé par cette distance. Car, en règle générale, les philosophes occidentaux font corps à l'intérieur de la philosophie avec cet ethnocentrisme consubstantiel à l'écriture. Bien sûr, il y eut Claude Lévi-Strauss, migrant doublement avec Dina Dreyfus au Brésil et en ethnologie. Il y eut Pierre Bourdieu, quittant la France pour l'Algérie et en Algérie pour l'ethnologie. Puis Jeanne Favre-Sada, partant pour Alger, remplacer Bourdieu au pied levé et embrassant l'ethnologie, philosophie dans la métropole, ethnologie dans la colonie. Ils ont pensé en passant la frontière. Ils sont sortis de l'ethnocentrisme en allant du côté de l'ethnologie des peuples sans écriture. La distance interne, et sans doute intérieure, qu'on observe chez Derrida, ne ressemble pas au fond à la sortie du moins partielle hors de la philosophie. Comment s'en sortir en effet? Jeanne Favre-Sada, originaire de Sfax en Tunisie, obtient l'agrégation de philosophie en 1958, 2 ans après Derrida. Mais pourquoi les Juifs de Sfax étaient-ils les seuls en Tunisie à avoir la nationalité française? La réponse ne peut venir de la philosophie. Il faut chercher par une autre voie. Ce sera pour elle celle de la philosophie voyageuse. La démarche de Derrida est nouvelle.
Une critique de l'écriture n'est pas une enquête dans ou sur ce que l'on a appelé oralité. Au lieu de tourner le dos aux évidences, le philosophe les affronte frontalement, j'insiste, personnellement. Il est dans le sillage de saint Augustin, comme par hasard, plus que dans celui de Descartes ou de Sartre. Parce que l'Algérie était française, et parce que Derrida était juif d'Algérie, on pourrait dire juif algérien de nationalité française, on a mal mesuré à l'époque qu'il était étranger, qu'il avait quitté une terre, un pays, à défaut d'être son pays, dans lequel le masculin religieux ou le religieux masculin se manifestait majoritairement par la circoncision. Très précoce chez les juifs, bien plus tardive chez les musulmans. L'alliance s'incarnant par un anneau de peau séparé du corps, un autre partage du sensible. Quand à partir de l'impossible, Kafka cherche une issue, Derrida cherche une marge, une langue étrangère à la langue étrangère, c'est-à-dire une langue étrangère au français ou une langue étrangère à l'allemand. Derrida n'a pas eu besoin de partir sur le terrain. Il y a passé 19 ans d'affilée. Et en 1942 a été destitué et désitué. Le terrain chez lui n'est pas au dehors, il est au dedans, comme un sous-sol. Souterrainement, souverainement aussi. Le jeu des Derrida n'est pas celui de Sartre. Son jeu est personnel et parfois autobiographique. En participant à un colloque sur le tournant décolonial en juin 2022, l'universitaire qui est intervenu après moi, parce que, a-t-elle dit, les décoloniaux parlent d'eux-mêmes, a raconté comment elle avait été chassée de son quartier, si merveilleux dans son enfance, par d'autres venus du Sud, des Arabes et des musulmans. Effectivement, la première personne est déjà une accession à l'indépendance dans un monde colonial ou post-colonial dominé par l'élision du sujet indigène. Il y a Meursault et il y a l'arabe. Dans la colonie, les autochtones sont perçus et traités en effet comme une masse non différenciée et non individualisée. Race sans histoire, disait Maurice Hollander. La différenciation n'intervenait qu'au service d'une stratégie coloniale. Toucher les femmes, les dévoiler, pour avoir les hommes dans l'Algérie française par exemple, ou sauver les femmes des hommes en prohibant le sati dans l'Inde britannique. Sur le plan intellectuel, les États-Unis sont vus de France un pays intellectuellement d'origine. Car les Français demandent toujours de quelle origine est une personne ou une idée, surtout quand la personne ou l'idée ne leur plaît pas. De la même façon que musulman, dans l'appellation français musulman, n'est pas censé comporter dans une république soucieuse de ses principes et surtout de ses valeurs de signification religieuse, mais correspond aujourd'hui comme autrefois à arabe, on distinguait par le passé français et français d'Algérie. Ces derniers, en France, avaient une autre origine et pour la plupart se disent aujourd'hui français de souche. C'est pourquoi ils ont été nommés rapatriés. Le langage de l'origine permet de ne pas recourir au langage de la migration, et pour les personnes, et pour les idées. L'immobilité rassure, la mobilité indispose. Le postcolonial et le décolonial viennent ainsi, dit-on, des Amériques, comme des théories étrangères que certains aimeraient jeter à la mer. C'est une métaphore. Et si jamais certaines idées venaient de France, pour migrer aux Amériques et revenir nécessairement transformées dans une circulation internationale, il faudrait les combattre comme des hérésies, surtout quand leur auteur n'est pas d'ici. Cela est vrai de Fanon, noir de Martinique, et de Derrida, juif d'Algérie. Qui a empoisonné l'eau du puits?
Jacques Derrida est devenu récemment bouc émissaire d'une idéologie conservatrice qui n'épargne pas les universitaires. Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture. Vaste programme. Il est vrai que l'ancien ministre de l'Éducation nationale est le fils d'un pied noir d'Algérie. Il n'est pas responsable des actes de son père. Mais pourfendant l'islamo-gauchisme et les ravages de la déconstruction présentée comme un programme et comme un combat de destruction, et ne s'étant jamais d'aucune manière désolidarisé des positions de son père, il hérite de ces positions. Roland Blanquer fut président de la plus ancienne association de Français d'Algérie, l'Algérienne, créée en 1951, devenue ensuite le Cercle des anciennes provinces françaises d'Algérie. On trouve ce témoignage. Depuis le début de notre exil, Roland Blanquer s'est dépensé sans compter au service de la cause des rapatriés. En 1957, il fait partie du tribunal des forces armées de Constantine puis d'Alger. L'historienne Sylvie Thénault le mentionne dans son livre « Les ratonnades d'Alger » 1956, une histoire de racisme colonial. Le 10 avril 1957, Badesh Ben Hamdi, un travailleur précaire membre du MNA, le mouvement nationaliste algérien, est jugé par le tribunal permanent des forces armées d'Alger. Il est défendu par Yves de Chézel et Gisèle Halimi, la grande Gisèle Halimi. Le commissaire du gouvernement est Roland Blanquer, lui qui défendit comme avocat les militants de l'OS, organisation de l'armée secrète, demande la mort. Il suit le mot d'ordre des pieds noirs ultras qui exige l'exécution des traîtres. Un grand défenseur de l'Algérie française, Amédée Froger, est assassiné en 1956. Pour Roland Blanquer, le nom de Froger est un symbole de la foi dans les destinées de ce pays, symbole de la lutte contre toute forme d'abandon de la tâche entreprise dans ce pays. Désormais, son nom et son souvenir sont attachés à l'œuvre de la France en Algérie. Amen. Comme un pilote en son navire. J'ai dérivé et dérapé moi aussi. De la philosophie vers la politique, dans la philosophie politique. Car si Derrida a intéressé à l'étranger, c'est aussi parce que sa pensée, exprimée dans un langage doté d'un fort coefficient d'étrangeté, portait des idées qui faisaient écho chez ses lecteurs ou lectrices. Ils ont, comme moi, ressenti une étrange familiarité avec ces textes, une familiarité métaphorique. En 1976, Gayatri Chakravorty-Spivak traduit de la grammatologie en anglais. Elle se qualifie entre autres de déconstructionniste. À l'époque, Derrida n'est pas encore une star. Spivak se reconnaît dans la critique derridienne de l'écriture et du logocentrisme. Elle entend déconstruire un logos, notamment à l'intérieur du féminisme et de la pensée postcoloniale. Aux États-Unis, Edward Said publie L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident en 1978. L'orientalisme est une mythologie. Saïd a entre autres lu Lacan, Lévi-Strauss et Derrida. Que se passe-t-il en effet, interroge Derrida, quand quelqu'un en vient à décrire une situation prétendument singulière, la mienne par exemple, à la décrire en témoignant dans des termes qui le dépassent, dans un langage dont la généralité prend une valeur en quelque sorte structurelle, universelle, transcendantale ou ontologique. Je dois dire que je n'ai pas lu, entre autres choses, le livre dirigé par Charles Ramond sur la déconstruction. Je vous dis pourquoi. Je ne lis pas les livres qui sont homosexués, c'est-à-dire dans lesquels ne figurent que des auteurs masculins. Parce que sur Derrida, on n'a pas une contre-allée, on a une allée. On n'a pas une contrebande, on a une bande. Donc, je suis désolée, je ne connais pas ça. Je n'aime pas dire non plus la déconstruction. Je me réfère ici à Claude Agege. Claude Agege, c'est quelqu'un qui a insisté sur la différence entre les substantifs et les verbes
en montrant que le substantif, c'était caractéristique du langage politique et que le verbe impliquait plus d'engagement. Je préfère me demander comment analyser ou sont analysés, comment déconstruire ou sont déconstruits des opérations, des structures, des dispositifs hégémoniques ou anti-hégémoniques, car ces derniers ont également besoin d'être analysés de façon critique, d'une certaine façon critique, par le bas et de l'intérieur. J'avais soutenu à propos de Fanon que ces textes, qu'il a dictés sans jamais les écrire, graphiquement parlant, donnent la parole à d'autres que lui. Il ne la confisque pas, ne la monopolise pas. Ils ouvrent à l'expression des subjectivations. Entendre l'autre et parler sont en effet une seule et même chose. On peut le dire de Derrida, ces textes qu'il a écrits sont ouverts. Il n'est pas Robinson Crusoe, il n'est pas non plus Vendredi, auquel on a coupé la langue. Est-il Suzanne Barton qui entreprend de raconter l'histoire de Vendredi qu'elle a emmené avec elle à Londres à Daniel Faux? Ce scénario intéressant à plus d'un titre est celui du roman de Coetzee paru en 1986. Derrida n'est pas le voyageur de la colonie pénitentiaire. Je pense au texte de Kafka dans la colonie pénitentiaire, qui pose la question du témoin, bien sûr. Il n'est pas le voyageur de la colonie pénitentiaire, qui n'est que de passage. Sans être Vendredi, il est issu de la division du monde colonial. Que s'est-il passé? Pour ma part, je suis souterrainement imprégnée par les textes de Derrida, car je le cite peu, je m'y réfère rarement. Et pourtant, l'eau du puits irrigue ma pensée. Je lis Derrida comme je lis des textes de psychanalyse, moins pour maîtriser des concepts en les étudiant de façon savante ou érudite que par désir de contact. Il n'est pas anodin que j'ai eu l'ambition de consacrer un cours à Pékin au toucher Jean-Luc Nancy, paru en 2000. Puis la difficulté d'enseigner en anglais à des étudiants chinois sur ce livre feuilleté m'a fait renoncer. Pourquoi dérivais-je encore ainsi, moi qui ne suis pas pilote en mon navire? Parce que les textes de Derrida me touchent plus que je ne les lis, proprement, philosophiquement. Je touche une pensée très proche et lointaine de chez moi et d'ailleurs. Je dirais que ma lecture domestique, plus que professionnelle, me permet de mieux concevoir ou de mieux approcher une décolonisation de l'intérieur. Parce que je considère, en me référant à Kafka notamment, que la décolonisation, on ne peut la concevoir qu'à la condition de considérer qu'on a affaire à une double impossibilité, impossibilité de se décoloniser, impossibilité de ne pas se décoloniser. Ne serait-ce donc que parce que pour cela, les descriptions phénoménologiques sont indispensables et du reste pensables. Ce qui fait de la philosophie de Derrida une référence postcoloniale. Certains, Yves Lacoste par exemple, se sont demandé en quoi un texte sur l'écriture avait pu intéresser Spivak, trouvant que ce n'était pas une raison suffisante pour lire de la grammatologie. Ils réduisent ainsi le postcolonial ou le décolonial à un procès politique dans lequel l'écriture et la parole ne seraient pas convoquées. La confusion, alors je rappelle quand même qu'en Algérie, les Français ont toujours considéré qu'ils ne pouvaient y trouver d'interlocuteurs valables. C'est-à-dire, ils ne trouvaient pas de gens qui étaient en mesure de parler et donc de faire de la politique. La confusion et le préjugé sur ce que postcolonial veut dire, dans une perspective et dans une optique positiviste et historiciste,
empêchent ou interdisent la compréhension. Il n'est pas rien, en effet, d'exister et d'exister intellectuellement dans une langue impériale. C'est un enjeu en particulier de la littérature dite postcoloniale, langue coupée. Est-ce ainsi un hasard que Said se passionne pour Conrad, un écrivain polonais d'expression anglaise, l'anglais étant sa langue d'adoption, sa langue d'écriture, puisqu'il parlait aussi français. Même si Edward Said est arabophone, l'anglais est pour lui, comme le français pour Derrida, une langue subjectivement idéalisée, autant qu'elle est objectivement valorisée. Est-il également fortuit qu'une forte amitié ait lié Jacques Derrida et Abdelkebir Khatibi à Abdelkebir Khatibi, car avant même d'être devenu une traînée de poudre, l'interrogation du rapport à la langue et au langage est à l'évidence maghrébine. On la trouve au centre de l'œuvre littéraire de l'Algérien Kateb Yassine. Parler dans une langue et écrire dans une autre, Khatibi ne possède même pas son nom. Comment parler et comment écrire sont ainsi des questions coloniales et postcoloniales essentielles. Comment prendre et la parole et la plume? Comment accéder à la première personne? Abdelkebir Khatibi écrit ceci: « J'ai toujours pensé que ce qui porte le nom de déconstruction est une forme radicale de décolonisation de la pensée dite occidentale. » La décolonisation, en effet, ne prend pas nécessairement la même tournure, ni la même consistance dans un pays post-impérial comme la France et dans un pays post-colonial comme le Maroc et surtout l'Algérie. Du côté français, Derrida, pour Khatibi et pour moi, s'y emploie. Mais dans la mythologie blanche, décolonisation est un mot philosophiquement tabou. Décolonisation ne pourrait être un concept philosophique. Il n'est pas estampillé. Il est employé par les historiens pour désigner une période de passé lors de laquelle, dans le roman national français scientifiquement construit, les Français ont accordé l'indépendance à leur colonie comme ils avaient accordé la liberté aux esclaves. Les historiens parlent ainsi de la décolonisation française. Je me demande comment on peut dire décolonisation française. En outre, tout se passe comme si une décolonisation se réduisait à une indépendance formelle, alors que le principe d'une décolonisation est le deux en un, le glas. Glas, titre d'un terme glacique de 1974, titre de la séparation, nom d'un monde dépeuplé et perdu. Une décolonisation est sur le plan formel une abolition des privilèges qui se manifeste dans l'indépendance, autrement dit l'accession à la souveraineté, qui est un acte. Sur les plans culturels et intellectuels, elle est une disparition, une élimination ou une diminution des privilèges, qui est un travail. Jacques Derrida et d'autres y ont travaillé en effet. Une décolonisation est un déplacement et un décentrement, une migration et un deuil. Car parce qu'il a remporté une victoire, on ne prête pas suffisamment attention au monde perdu de l'ancien colonisé, notamment en Algérie. On ne prête pas attention aux fantômes émanant de la terre dans laquelle ils ont été en nombre des corps ensevelis. Le Collège international de philosophie a été conçu contre les privilèges. Faisant partie, pour des raisons historiques, des sans titres et sans papiers académiques, comme le disait Derrida, car les titres ne sont pas des titres de séjour, non plus que des baptêmes, j'ai, après Paulin Houtonji ou Jean-Godefroy Bidima, fait partie du CIPH, Salon philosophique initialement des refusés,
ou des philosophes entre guillemets marginaux. Au CIPH ont été privilégiés grâce à Derrida, notamment, je le cite, les objets, les thèmes, les problèmes qui n'étaient pas légitimés dans l'université ou dans les institutions comparables. Comment montrer sa capacité à inventer de nouveaux sujets et de nouvelles manières d'occuper la position de philosophe? Dans la France contemporaine, comme autrefois, cela est bien plus difficile et malaisé pour les extra-européens, dont les Africains qu'on nommait autrefois têtes rondes, que pour les Européens, les têtes carrées, sauf s'ils se sont, quand ils étaient extra-européens, installés aux États-Unis. La colonie, la décolonisation n'appartiennent pas encore de plein droit aux questions objets-problèmes de la philosophie universitaire française. Certains pourtant s'en emparent, prenant par exemple la race pour objet. Ils le font non dans l'entre-deux, mais dans l'entre-soi, dans le monopole et donc le privilège. Démocratie est ainsi un autre nom de la déconstruction. La mythologie blanche, pour avoir été déconstruite, est loin d'avoir disparu. Elle est un souterrain particulier qui se manifeste principalement par des impensés. On y croit encore en l'un. Je vous remercie de votre attention.